Les organisateurs de cette rencontre pour leur invitation. Donc, j'ai intitulé ma conférence « L'islamisme, la nécessité d'une réforme de l'islam ». Et je vais présenter ma conférence en 3 parties. Et je commence donc par la première partie, on fait comme ça. Ok. Je commence donc par la première partie en rappelant que le terme islamisme a été créé en Occident et précisément en France au XVIIIe siècle pour désigner la religion musulmane à la place du terme mahométisme. Au début du XXe siècle, le terme islamisme cède la place au terme islam, autrement dit son équivalent dans la langue arabe. Et vers les années 1970, le terme islamisme qui a été abandonné au début du XXe siècle va être utilisé à nouveau, mais cette fois-ci pour lui donner un autre sens, pour désigner ce qu'on appelle l'islam politique. Ce n'est qu'en 1970 qu'on lui a donné ce sens. Et à ce moment-là, on a fait appel à ce terme pour désigner les groupes qui étaient actifs dans les pays musulmans, qui voulaient prendre le pouvoir au nom de l'islam et imposer la charia. Donc les chercheurs français et les journalistes, les politiques, qui voulaient un terme pour désigner ces groupes sans les associer aux populations musulmanes. Et l'islam auquel ils prétendaient sans l'associer aussi à la religion musulmane. Donc ils voulaient une forme de distinction entre ces groupes et les musulmans, entre leur islam et l'islam. Et à partir de là, on a conçu le concept « l'islam n'est pas l'islamisme » ou « l'islamisme n'est pas l'islam », qui s'est répandu ensuite dans tout le monde anglo-saxon. En réalité, cette distinction n'est fondée sur aucune recherche scientifique sur l'islam, ni la religion musulmane, ni l'histoire de l'islam ou des musulmans. Donc c'est une distinction qui a comme objectif des objectifs purement politiques. Je dis cela car dans la pensée musulmane, le terme islamisme n'était pas du tout connu quand il a été forgé en Occident. Et le terme lui-même n'avait pas d'équivalent dans la langue arabe. Et ce n'est qu'après qu'on a essayé de lui créer un équivalent en langue arabe, c'est Islamawiya, pour le distinguer de islam. Le terme Islamawiya est néanmoins très peu utilisé dans la langue arabe. Il est utilisé uniquement dans certains milieux universitaires, certains milieux aussi de journalistes. Mais la population n'utilise pas le terme islamisme, comme on voit en Occident. Pour la simple raison que les musulmans n'ont pas l'habitude de parler d'islam et d'islamisme. Et ils ne connaissent pas ces deux mots avec le sens qu'on leur donne en Occident. Pour eux, il n'y a pas d'islam et d'islamisme, il y a un islam qui n'est pas dissocié de sa dimension politique. Donc pour eux, il n'y a pas un islam dissocié de sa dimension politique, et par là même, il n'y a pas un islam et un islamisme. Il y a un islam qui n'est pas dissocié de sa dimension politique. Donc, je dis cela parce que j'ai dit que les musulmans ne concevaient pas leur religion sans sa dimension politique. Pourquoi? Parce que l'imbrication entre le religieux et le politique dans l'histoire de l'islam s'est fait lors de la période de Médine en 622. La période de Médine qui commence en 622 et se termine en 632 avec la mort du prophète et l'interruption de la révélation. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu imbrication entre le religieux et les politiques. Avec la terminologie d'aujourd'hui, je dirais qu'à ce moment-là que l'islam est devenu un islamisme. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte à la télé, en France, dans les journaux, que l'islam n'est pas l'islamisme,
ou que l'islamisme est un mouvement contemporain. Donc c'est à ce moment-là que l'islam est devenu un islamisme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le prophète a quitté la Mecque, où il vivait, pour aller vivre à Médine. Et sur la carte, on a la Mecque et plus haut Médine, les deux villes. Voilà. Donc le prophète vivait à la Mecque, de 610, comme prophète évidemment, de 610 à 622, et il est parti vivre à Médine. Et à Médine, il a construit la première société musulmane, qu'il fallait donc organiser. Et en l'organisant, il est devenu un prophète et un homme d'État, et même un chef des armées. C'est comme ça qu'il y a eu l'imbrication entre le religieux et le politique. Il y a aussi un autre élément très important, c'est que le discours coranique, les versets coraniques eux-mêmes, qui étaient lors de la première période à la Mecque, qui étaient des versets qui avaient un caractère quasi spirituel. Si vous lisez le Coran, ouvrez le Coran quand vous rentrez chez vous, vous allez voir que dans chaque sourate, il y a le titre, il y a mécoise ou médinoise, et précise. Cette sourate appartient à la période de Médine ou la période de la Mecque. Si vous lisez la sourate, vous allez remarquer que les sourates de la période de la Mecque ont toutes un caractère quasi spirituel. Elles ne parlent pas, ou ils ne parlent pas, les versets, ils ne parlent pas de l'organisation sociale. Tous les versets qui ont un caractère juridique appartiennent à la période de Médine. Donc si je reviens à l'expression, l'islam n'est pas l'islamisme. Autrement dit, il y a un islam qui est politique, un autre qui n'est pas politique. Le seul islam que je peux dire qui n'est pas un islamisme dans ce cas est celui de la période de la Mecque. Après, l'islam est devenu un islamisme en utilisant la terminologie d'aujourd'hui. Les musulmans ne connaissaient pas cette terminologie. Cette imbrication entre le politique et le religieux n'est pas pour autant une question de versets coraniques seulement. Il y a les versets coraniques, il y a la vie du prophète, et il y a après aussi la décision des musulmans, ce que les musulmans ont fait de leur religion après la mort du prophète. Dans mes ouvrages, je parle d'un islam révélé et l'islam construit. Autrement dit, l'islam que les musulmans ont construit après la mort du prophète. Il y a eu tout un travail qui a été fait sur les textes, la vie du prophète, et l'islam que les musulmans pratiquent aujourd'hui, c'est celui qui a été construit après la mort du prophète. De toute manière, personne n'applique directement ce qu'il y a dans les textes religieux. Quels que soient ces textes, il faut qu'ils passent par la compréhension de l'être humain, donc son interprétation. Ce que les musulmans ont fait de leur religion, ils ont décidé que l'islam ne peut pas être dissocié de sa dimension politique. Car il y a eu des débats. On n'a pas l'impression aujourd'hui qu'au 7e, plutôt au 8e siècle, des débats de ce genre qui concernent les deux dimensions de l'islam ont eu lieu à ce moment-là, pourtant si. Pourquoi? Parce que des événements politiques ont eu lieu après la mort du prophète, et ces événements politiques ont consolidé l'imbrication du politique et du religieux. Donc les califes, au nom de Dieu, au nom de l'islam, ont tranché dans des questions politiques. Au nom de Dieu, l'imbrication s'est consolidée. Ceci est la première chose. La deuxième chose, entre le 8e siècle et le 10e siècle, il y a eu ce qu'on appelle le droit musulman qui a été mis en place, qu'on appelle aujourd'hui la charia. Ce droit musulman a été mis en place sur plusieurs années, je dirais même sur 2 siècles. Et ce travail a été fait par des juristes. Néanmoins, on lui a donné tellement d'importance qu'il a pris plus d'importance que le côté spirituel de l'islam. Donc il y a eu une suprématie du juridique sur le spirituel, ce qui a consolidé encore une fois le côté juridique et politique de l'islam.
ce qui a fait réagir certains musulmans. C'est normal, notamment les nouveaux convertis à l'islam qui étaient basés en Irak. Ceux-là ont dit, mais une religion doit être une spiritualité et non une organisation sociale ou politique. Ils ont revendiqué donc un islam uniquement spirituel. Cette revendication a créé beaucoup de débats au sujet de la nature de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Est-il une spiritualité ou une organisation sociale et politique? Dans mes recherches, j'ai donné à cette question une très grande importance. Je l'ai considérée même comme la deuxième question fondamentale de la pensée musulmane. Pourquoi? Parce qu'elle a influencé d'une manière profonde toute l'histoire de l'islam et des musulmans. Pas la question, mais la position où, comment les musulmans ont tranché au sujet de cette question. Car ils ont tranché pour ce que j'ai appelé l'islam des juristes. L'islam des juristes, c'est l'islam de la charia, qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme. Donc les musulmans, finalement, ont tranché pour un islamisme, même s'ils ne lui donnaient pas ce nom à cette époque-là. Donc, on a tranché pour l'islam des juristes. Et quant à ceux qui ont revendiqué un islam uniquement spirituel, ils ont commencé à argumenter leur position par la période de la Mecque, pardon. Ils ont dit le vrai islam est celui de la période de la Mecque, car uniquement celui de la période de la Mecque est uniquement spirituel. Les juristes, les religieux, les politiques ont répondu. Ils ont répondu à cette position que l'islam de la période de la Mecque était le début de l'islam. La naissance de l'islam s'est faite à ce moment-là. Mais la période de Médine, c'est l'aboutissement de l'islam, c'est sa réalisation. On ne peut pas négliger la période de Médine. C'est là où l'islam s'est réalisé. Première réponse. Deuxième réponse. Un musulman ne prend pas une partie du Coran et abandonne ou néglige l'autre partie du Coran. Le Coran, on le prend tel qu'il est. Il y a même un verset coranique qui le dit. Évidemment, cet argument est complètement faux. Les musulmans n'ont jamais pris tout ce qui existe dans le Coran, ils n'ont jamais appliqué tout ce qui existe dans le Coran. Depuis des années que je le dis, c'est un argument qui est faux. Une preuve ou un argument très facile à comprendre, c'est que dans le Coran, il y a des versets qui s'opposent. Un verset qui vous dit, vous avez le droit de boire, la boisson alcoolisée, vous avez le droit de la consommer, et l'autre qui vous dit non. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas les prendre tous les deux. Vous êtes obligé de prendre l'un des deux. Donc l'idée qu'on prend, c'est dans le Coran, il faut l'appliquer, est une idée fausse. Je croyais que le Coran n'avait été écrit qu'à partir des années 800. Après la question. Voilà pour l'histoire de l'islam et de l'islamisme. Et cet aperçu rapide et très court de l'histoire de l'islam et de l'islamisme dans l'histoire de l'islam nous montre comment l'islamisme a des origines très lointaines dans l'histoire de l'islam et il se fonde aussi sur des questions théologiques importantes. Et j'arrive à la deuxième partie de mon intervention que j'ai intitulée « La force de l'islamisme ». Évidemment, l'islamisme est très fort. Et je parle de l'islam comme l'islamisme comme l'islam qui ne sépare pas la dimension juridique de la dimension spirituelle. Cet islamisme est très très fort. Ce qui prouve qu'il est fort, c'est que cet islamisme-là a provoqué le déclin de la civilisation musulmane, qui était basée en Irak notamment, mais aussi en Andalousie et dans d'autres grandes villes de la culture musulmane. Il y avait donc une grande civilisation qui a commencé à se construire, et s'est construite, mais elle n'a pas eu une longue vie, si je peux dire.
parce qu'à ce moment-là, les islamistes ont réagi, mais les islamistes ne sont pas, où l'islamisme n'est pas seulement un islam politique. En le présentant comme ça, on oublie quelque chose d'autre qu'il a de plus important aussi, ou d'important, c'est que l'islamisme est un islam politique, mais en même temps un fondamentalisme et un conservatisme. L'islamisme est un fondamentaliste. Donc pour lui, la seule société recevable est celle des premiers musulmans. Même quand il fait quelques concessions, c'est pour arriver au but final, celui d'imposer le modèle de société des premiers musulmans. Donc évidemment, avec cette façon de voir l'islam et la société, la civilisation musulmane qui se construisait en Irak leur posait problème. Et ils se sont mis contre cette civilisation, ils l'ont attaquée, et pour donc causer ce déclin, ils ont aussi mis en place de la théologie, des théories théologiques, des concepts qui leur ont permis de mettre fin à cette civilisation. Le deuxième élément qui me permet de dire qu'il est fort, c'est que cet islamisme a causé aussi l'échec de la période de la Nahda. La Nahda, c'est un terme arabe qui est traduit souvent par renaissance. La Nahda est une période de grande réforme, une période de modernisation que les sociétés musulmanes ont connue entre le début du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. C'est pour cela que quand vous regardez les photos des femmes iraniennes, algériennes, syriennes, etc., de cette époque-là, donc notamment au début du XXe siècle, elles ne portaient pas le voile, elles sortaient, elles s'habillaient bien, elles ont acquis des droits, et la société aussi, et les hommes aussi se sont libérés du poids de la religion. C'est cela, la période de la Nahda. Sauf que la période de la Nahda n'a pas duré longtemps, elle a duré un siècle et demi. Car l'islamisme fondamentaliste, conservateur, a réagi une autre fois et il a gagné. C'est pour cela que je dis il est fort. Donc l'islamisme est fort et il faut reconnaître sa force pour pouvoir faire face. Donc il ne faut pas sous-estimer sa force. Aujourd'hui, plutôt je reste dans la période de la Nahda. La période de la Nahda, c'était l'influence occidentale sur les sociétés musulmanes et qui ont commencé à adopter les valeurs occidentales, la liberté et l'égalité. Et ce sont ces deux valeurs-là qui ont attisé le plus de colère des conservateurs, car pour eux, la société musulmane est fondée sur l'inégalité entre les citoyens. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, le musulman et le non-musulman, le maître et l'esclave, et l'obéissance. Dans les sociétés musulmanes, on obéit à la communauté, on obéit aux parents, on obéit aux chefs, et on ne parle pas de liberté. Donc ce sont les deux valeurs qui ont le plus provoqué la colère des conservateurs, et ce sont les deux valeurs qu'ils ont attaquées, et ils ont décidé d'effacer, non seulement de mettre fin à la Nahda, mais d'effacer l'influence occidentale. Donc, dans une étude que j'ai faite sur l'influence de l'islam sur l'évolution sociale et politique des pays musulmans, on voit comment, à partir de l'échec de la Nahda dans les années 1950, peu à peu, on renonçait aux valeurs de la modernité, l'égalité et la liberté. Et donc, il y a eu un renoncement aux valeurs de la modernité. Et je suis à quelle... C'est là? Non, c'est là. Si. Cette force du fondamentalisme et de l'islamisme, cette force, il la détient de sa théologie, de la religion. Donc il a des théories qu'il utilise, je n'ai pas le temps aujourd'hui de détailler, qu'il utilise pour asseoir son pouvoir
Et surtout, il a sacralisé la charia, comme on le sait aujourd'hui. Il a sacralisé les anciens, les salafs, et il a mis fin à toute manifestation de la pensée libre et rationnelle. C'est pour cela que je dis le déclin de la civilisation musulmane est en réalité le déclin de la pensée. Mais l'islamisme est fort parce qu'il a d'autres éléments. Et là, ce sont des éléments plutôt qu'il a gagnés ou qu'il a eu au début du XXe siècle notamment, ou à partir de la fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Parmi ces moyens, les moyens financiers, grâce au pétrole, jamais l'islamisme n'a été aussi riche de toute son histoire. Aujourd'hui, il est très riche. Donc c'est un élément fort qui lui rajoute encore de la force. Les partisans qui sont nombreux, plus d'1,5 milliard de musulmans, je peux dire peut-être qu'on n'a pas les chiffres, mais disons une grande partie parmi eux sont des fondamentalistes. Le troisième élément, ce sont ses alliés, parmi les non-musulmans. Donc l'islamisme a beaucoup d'alliés parmi les non-musulmans. Les institutions, le Conseil de l'Europe, l'ONU, et aussi, on le sait très bien, comme en France par exemple, mais aussi en Belgique et ailleurs, ils ont des alliés dans le monde politique. Je voudrais juste parler de l'ONU. L'ONU a reconnu l'islamophobie, par exemple. Et je voudrais parler d'un article qui existe sur le site de l'ONU qui dit que les dénonciations des discriminations à l'égard des femmes en islam, ce sont de fausses idées. Autrement dit, il n'y a pas de discrimination en islam à l'égard des femmes. Eh bien, ce discours est celui des islamistes fondamentalistes qui répètent tout le temps que l'islam a honoré la femme. S'il l'a honorée, donc il n'y a rien à dire, on ne peut pas se plaindre. Et voilà comment l'ONU répète le discours islamiste. Donc l'ONU aujourd'hui est une alliée des islamistes, ce qui lui donne encore de la force. Les conséquences de cette force. Premièrement, le monde musulman est aujourd'hui dominé par une vision fondamentaliste de l'islam, de plus en plus, contrairement aux années 50-60. Le deuxième, la même mise sur une partie de l'Afrique et de l'Asie. Une grande partie aujourd'hui de l'Afrique est sous le contrôle aussi des fondamentalistes islamistes. En Europe, en Occident, l'islamisme réalise des victoires politiques, sociales, culturelles, régulièrement. On voit qu'il arrive aussi à s'imposer en Occident. Jamais dans l'histoire de l'islamisme, il a eu autant de territoires, il a conquis autant de territoires. Jamais dans l'histoire de l'islamisme, il n'a été aussi proche de son objectif, qui est celui d'instaurer la charia à toute l'humanité. Parce que c'est cela l'objectif final de l'islamisme. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il a réalisé de meilleur dans son histoire, dans son processus vers sa finalité, qui est la réalisation ou la charia qu'il impose à toute l'humanité. Quelle solution? Évidemment, après avoir exposé le problème, il faut qu'on essaie de parler de la solution. Et le titre de la troisième partie, contre l'islamisme, un nouvel islam. Depuis que j'ai commencé à travailler sur l'islam, j'ai réalisé qu'on ne pourra pas changer les choses si on ne fait pas un travail au sein de l'islam. Donc aujourd'hui, en Occident notamment, mais ailleurs aussi, il y a des gens qui luttent. Et c'est bien. Ils luttent par des moyens politiques, culturels et parfois même militaires. Mais je pense que toutes ces luttes militaires, culturelles, politiques, si elles ne sont pas accompagnées d'un travail au sein de l'islam, ne seront que du bricolage.
notamment avec un islamisme qui a les moyens financiers, qui a des alliés, qui a une doctrine forte et qui a aussi le nombre important de musulmans. Donc avec ces éléments qui lui donnent sa force, une lutte politique toute seule ou culturelle ne suffira pas. Et il faut aussi aller travailler au sein de l'islam. Ce travail au sein de l'islam aura comme objectif de réformer l'islam. Et le réformer comment? Quel est ce nouvel islam que je voudrais proposer? Eh bien, c'est un islam qui ne sera pas un islamisme réellement. Autrement dit, un islam qui sera séparé de sa dimension politique. Un islam qui s'occupera de la relation entre l'individu et la divinité et non des affaires de la cité et de l'État. Et donc, il faut aller vers cette séparation. Le deuxième point, il faut être capable de critiquer la théologie ancienne, la déstabiliser de l'intérieur, démontrer ses contradictions, ses erreurs, ses failles. Car les musulmans qui sont pris dans cette théologie, en réalité, ils la prennent comme quelque chose comme une vérité absolue parce qu'ils ne se posent jamais la question. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne se posent jamais la question au sujet de ça. Est-ce qu'elle est réelle, vraie ou pas? Parce que les musulmans ont fait de sorte que, lors des premiers siècles de l'islam, de mettre fin à tout travail intellectuel. Donc, c'est le déclin de la pensée dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour cela que je ne sais pas si je l'ai écrit, non, mais je considère que libérer la pensée libre et rationnelle, doit être un des éléments premiers de cette réforme de l'islam. Il n'y aura pas de réforme si l'être humain continue à ne pas pouvoir, l'être humain, les musulmans plutôt, à ne pas pouvoir réfléchir dès lors qu'il s'agit de l'islam. Peut-être vous l'avez remarqué, même si une personne est intelligente, dès lors qu'il s'agit de l'islam, elle cesse de réfléchir. Et j'ai réformé et non adapté au contexte occidental. J'ai tenu à le souligner car il y a quelques années, on a commencé à parler de la réforme de l'islam. Les gens ont commencé, l'idée a commencé à faire son chemin. Les conservateurs, les islamistes ont réagi. Dans les pays musulmans, ils ont envoyé leurs ordres, même en Occident. Ils ont dit il n'y a pas de réforme de l'islam. L'islam n'a pas besoin d'être réformé. Parce que accepter l'idée de la réforme, c'est accepter qu'il y a un problème en islam. Donc on n'accepte pas l'idée de la réforme. Mais on accepte qu'en Occident, il y a certains problèmes que les musulmans rencontrent dans la pratique de leur religion. Donc le problème, ce n'est pas l'islam, mais les lois occidentales, notamment la France, les lois laïques. Donc, ce que les musulmans doivent faire, c'est d'adapter leur pratique au contexte occidental et notamment au contexte français. C'est ce que Youssef El-Qaradawi, et je ne sais pas si vous le connaissez, un prédicateur islamiste des frères musulmans, il est mort en 2022, il a écrit un livre en 2001, il l'a intitulé « La jurisprudence des minorités ». Autrement dit, la charia ne changera pas. On change certaines règles, on les adapte pour les minorités qui sont en Occident. Mais tant qu'ils sont une minorité. Donc ce sont des ajustements circonstanciels, momentanés, pour des personnes qui sont en situation de minorité. Mais on refuse toute idée de réforme de l'islam. C'est pour cela que je l'ai souligné pour dire non, il s'agit d'une réforme de l'islam dont l'islam a besoin et non d'une adaptation au contexte occidental. Donc il faut libérer la pensée de l'emprise des salafistes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une réforme évidemment qui est tournée vers l'avenir. J'ai tenu toujours à le souligner car dans l'histoire de l'islam il y a eu plusieurs réformes. La réforme wahhabite, on l'appelle aussi réforme. Mais c'était une réforme qui était orientée vers le passé. En réforme pour aller chercher le vrai islam des premiers musulmans. Évidemment, ce n'est pas de cette réforme-là dont il s'agit,
je parle d'une réforme orientée vers l'avenir, une réforme qui se projette dans l'avenir pour proposer quelque chose de nouveau et qui pourrait régler les problèmes que pose l'islam aujourd'hui. C'est-à-dire proposer une autre manière d'être musulman. Je termine avec cette idée, juste pour dire que l'idée de la réforme elle-même, cette réforme qui est orientée vers l'avenir, est aujourd'hui en elle-même un combat. C'est-à-dire se battre déjà pour que l'idée de la réforme soit acceptée. Merci de votre attention.